Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans l'univers d'un réalisateur incontournable, John Carpenter. Ah oui, Carpenter, une figure vraiment marquante du cinéma de genre. On s'est penché sur pas mal de docs, d'analyses qui reviennent sur sa carrière, son œuvre. Des sources assez riches, oui. Bon, alors on va essayer de décortiquer ensemble ce cinéaste qui est quand même fascinant. Notre but, c'est un peu de saisir ce qui fait le style Carpenter, tu vois, ce côté minimaliste qu'on reconnaît tout de suite. Oui, ce minimalisme, ces thèmes aussi, qui reviennent tout le temps. Ses influences, qu'il ne cache pas d'ailleurs, et bien sûr sa musique, cette musique électro qu'il compose souvent lui-même. C'est ça, elle est complètement liée à ses films. Et on va voir comment il est devenu cette référence, presque un genre à lui tout seul. Alors que paradoxalement, beaucoup de ces films cultes aujourd'hui, Ils ont eu des débuts super difficiles, hein, des échecs commerciaux même. carrément. Et c'est ça qui rend son parcours intéressant, je trouve. Mhm. Et ce qui se frappant d'emblée, c'est la cohérence. Sa vision, elle est là dès le début, même quand il avait 3 fois rien comme budget. Pour comprendre ça, faut peut-être commencer par le commencement. Ses débuts, Dark Star. Exactement. Remontons un peu. Alors, Carpenter, né en 48, il a d'abord une formation musicale. Son père était prof de musique, ça explique. Ah oui, ça explique pas mal de choses sur son talent de compositeur pour ses films, c'est clair. Mais c'est le cinéma qui l'attire vraiment, très tôt. Il cite tout le temps Howard Hawks. Surtout Rio Bravo. Il adorait ce côté cynique, un peu sec, loin de John Ford par exemple, qu'il trouvait plus sentimental. Oui, voilà. Moins idéalisé, plus 20e siècle, quoi. Ça lui parlait plus. Et puis c'était un fan de SF, de films d'horreur des années 50. Planète interdite, La chose d'un autre monde. Celui de Hawks, justement. Oui, et ça l'a marqué à vie. On le sent direct dans son propre The Thing. Après ça, il fait l'école de ciné de l'USC, en Californie. Une époque où faire du cinéma, c'était pas encore... Une carrière évidente, non? C'est là qu'il apprend la technique, qu'il bricole. Il a fait un court-métrage là-bas, Captain Voyeur. Apparemment, il y a déjà des trucs de son style dedans. Et c'est surtout là qu'il lance Dark Star, son projet de fin d'études au départ, coécrit avec Dan O'Bannon, Le futur scénariste d'Alien. lui-même. Et Dark Star, c'est une aventure de prod. Un court qui devient long, fait avec des bouts de ficelle, tourné en 16 mm, Gonflé en 35 après. Ça montre déjà une sacrée débrouille. complètement. Malgré les galères, il y a une vision. Dark Star sera en 74, c'est assez bizarre comme film. Une comédie SF un peu existentielle. Ouais, c'est ça. Des astronautes un peu hippies, blasés, Des routiers de l'espace, quoi. dont le boulot est de faire péter des planètes instables. C'est l'anti-2001, en fait. Avec un humour très pince sans rire, et des idées folles, comme l'alien en ballon de plage ou la bombe qui philosophe. Ça joue déjà avec les codes du genre. Ça les détourne un peu. Oui, et c'est très marqué par l'époque, la fin du Vietnam, la désillusion. Ces anti-héros fatigués, ça annonce déjà la suite. Carpenter espérait que ça allait lui ouvrir les portes d'Hollywood. Mais pas du tout. Grosse déception, échec aux États-Unis, ça a un peu marché au Royaume-Uni, mais bon. Du coup, il se retrouve à écrire pour les autres, faute de pouvoir réaliser. Et c'est là qu'il arrive à monter Assaut en 76. Assault on Precinct 13. Et là, c'est un coup de maître. Fait avec rien du tout, 100 000 $, je crois. À peu près, oui. Et il fait tout. Scénario, réal, montage et la musique. C'est là que son style explose vraiment. Assaut, c'est un western, mais à Los Angeles. Une relecture de Rio Bravo, clairement. Oui, un commissariat paumé assiégé par un gang silencieux, implacable. Et dedans, un flic, une secrétaire et un prisonnier charismatique, Napoléon Wilson, qui doit faire équipe. Tout est déjà là. La maîtrise du scope, ce format large, il joue avec le vide, les bords du cadre, ça crée une tension. C'est ça. Le rythme, hyper tendu, lancinant, le minimalisme. Et cette musique, Quelques notes électro-répétitives, hypnotiques. terriblement efficace. C'est sa signature sonore qui naît là. Et Napoléon Wilson. Darwin Johnston l'interprète. L'anti-héros cool, taseux. Résigné mais héroïque quand il faut. Le prototype de Snake Plissken. Le film montre des gens ordinaires, des marginaux, qui se serrent les coudes dans l'adversité. Au début, ça ne marche pas fort aux USA non plus, mais ça fait un carton au Festival de Londres. Ah, c'est le succès critique en Europe qui le relance. Exactement. Ça attire l'attention de producteurs indés, Erwin Yablans, Mustapha Akkad, et ça ouvre la voie à Halloween. Halloween, 1978. Le film qui change tout pour lui.
Encore un budget modeste, à peine plus de 300 000 $, coécrit avec Debra Hill, sa compagne de l'époque. Et là, c'est un succès public. Monstrueux. Ça rapporte des millions et ça lance la mode des... Slashers, des années 80. Carrément. L'idée de base était simple, non? Un tueur qui s'en prend à des babysitters le soir d'Halloween. Oui, une suggestion du distributeur. Carpenter et Schill en font une machine à terreur. Le truc génial, c'est Michael Myers, le boogeyman. Une incarnation du mal presque abstraite. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'a pas de psycho. Rien, juste ce masque blanc inexpressif. Amas de William Shatner, trouvé un peu par hasard et repeint. C'est ça, ouais. Et cette démarche lente, inexorable. Carpenter disait s'être inspiré du regard vide d'un patient vu en hôpital psy. C'est le mal sans visage. Une force presque surnaturelle. Et le film joue sur la suggestion. Il n'y a pas tant de gore que ça, en fait. Non, c'est vrai. C'est la mise en scène qui est incroyable, de précision. L'utilisation du Panaglide, Un concurrent du Steadicam. Ça donne ces longs travelling fluides, super angoissants, souvent en vue subjective. ou qui crée une menace flottante. Le plan séquence du début, c'est devenu un classique. Et Jamie Lee Curtis, un de ses premiers rôles, la final girl parfaite. Vulnérable, mais forte. On s'attache direct. Face à elle, Donald Pleasance en Dr Loomis. Le chasseur de démons moderne, obsédé par Myers, presque aussi flippant que lui finalement. Et la musique, ce thème au piano. Quelques notes répétées, sur un rythme bizarre, un des thèmes les plus connus du cinéma d'horreur. Composé en quelques jours, hyper simple mais... D'une efficacité redoutable. Ça crée une tension folle avec 3 fois rien. Voilà, inspiré de Bernard Herrmann, de Gobelin, économie de moyens maximale. Halloween, le catapulte maître de l'horreur. Une étiquette qui va lui coller à la peau. Oui, parfois un peu contre son gré, mais ce succès lui ouvre les portes des studios, même si ça restera toujours compliqué avec Hollywood. Juste après, il y a un téléfilm, Someone's Watching Me. Très bon d'ailleurs, très Hitchcockien. Il continue d'utiliser le Panaglide. Puis arrive Fog, le brouillard, en 1980. Son premier vrai film de studio. Avec Fogg, il veut faire un truc plus gothique, plus classique. Histoire de fantômes, un peu amère. L'histoire d'Antonio Bay, cette petite ville côtière qui fait son centenaire, et ce brouillard qui ramène des fantômes de marins lépreux. Oui, des fantômes vengeurs. Avec encore Jamie Lee Curtis et Adrienne Barbeau qui deviendra sa femme. La production a été difficile, non? Oui, apparemment, il a vu un premier montage et il a trouvé ça trop mou, pas assez flippant. Ah bon? Il a dû retourner pas mal de scènes, en ajouter d'autres pour mettre plus de tension, quelques moments chocs. Avec Rob Bottin pour les effets. Le jeune prodige qui fera The Thing après. Exactement. Cette obligation de faire peur l'a peut-être poussé paradoxalement à vouloir revenir à plus de suggestions plus tard. Le résultat final est peut-être moins parfait qu'Halloween. Un peu inégal, oui. Mais il y a une atmosphère incroyable, très envoûtante, une photo superbe. Et quelques scènes qui marquent. Et ça a marché commercialement, ça a confirmé son statut. C'est ça. Et du coup, ça lui permet enfin de lancer New York 1997, Escape from New York, en 81. Un projet qu'il traînait depuis les années 70. Écrit après le Watergate, Mais jugé trop sombre, trop violent à l'époque, personne n'en voulait. le pitch est génial. 1997, Manhattan est une prison géante. L'avion du président s'écrase dedans. Et il faut envoyer quelqu'un le récupérer. Le seul assez fou pour ça, c'est Snake Plissken. Ancien héros de guerre, devenu le criminel numéro 1. Il a 24 heures sinon. Il explose à cause de microcharges qu'on lui a injectées. Kurt Russell, qu'il avait dirigé dans le téléfilm sur Elvis. Ah oui, Devient Snake Plissken. Et c'est une icône immédiate. Le bandeau sur l'œil, le blouson... le cynisme absolu, l'attitude rien à foutre, l'anti-héros parfait. Ça a marqué tout le monde, le ciné et les jeux vidéo. C'est un mélange de tous ses genres préférés. Western urbain, film de guerre, SF dystopique, film noir. Tourné la nuit, avec un budget encore pas énorme, mais la photo de Dean Cundey est magnifique. Ils ont utilisé des quartiers détruits à Saint-Louis pour faire New York, je crois. Ça donne un look incroyable, sombre, délabré. Et le casting autour. Lee Van Cleef, L'icône du Western Spaghetti, parfait en chef de la sécu. Ernest Borgnine en chauffeur de taxi. Isaac Hayes en duc de New York. Harry Dean Stanton en Brain. Chaque rôle est top, c'est en régal. Ce qui est particulier dans ce film, c'est le rythme. C'est urgent, mais en même temps, il y a des moments lents, presque, contemplatifs dans le chaos. Oui, une sorte d'action atonale qui évite les montées en puissance classiques. C'est ça qui donne cette ambiance de cauchemar éveillé. Il ose les temps morts, les moments où Snake doute, où il est juste là. Et cette fin,
Tellement nihiliste, mais tellement jouissive. Plisken qui choisit le chaos, c'est du pur Carpenter. Succès total, critique et public. Et fort de ça, il se lance dans son projet peut-être le plus personnel, le plus ambitieux, The Thing, en 82, pour Universal, Le remake du film de 51 qu'il adorait. mais plus proche de la nouvelle d'origine. Who Goes There? Et là, il a un vrai budget. Et il retrouve Rob Bottin pour les effets spéciaux. L'histoire, une station de recherche en Antarctique, isolée, et une créature alien polymorphe qui s'infiltre. Elle peut imiter n'importe qui. Du coup, la paranoïa totale. Qui est humain? Qui est la chose? Kurt Russell est génial en Macready, le pilote méfiant. C'est un chef-d'œuvre de tension, de claustrophobie. Et de body horror. Les effets de Bottin. Révolutionnaire pour l'époque. Il avait 22 ans. C'est inventif, viscéral, ça repousse les limites. Mais au-delà du gore, il y a les thèmes. La méfiance, la perte d'identité, l'isolement, la fragilité du corps. La fragilité de l'humain face à l'inconnu. C'est d'une noirceur totale, sans concession. Et la fin, cette ambiguïté, on ne sait pas. Mais voilà. The Thing sort en été 82, juste après E.T. de Spielberg. Ah oui, le timing. Le public veut de l'alien gentil, émouvant. Le film de Carpenter, pessimiste, gore, sans espoir. Il est rejeté, violemment. Les critiques sont terribles. Répugnant, nihiliste, vide. Ils le démolissent. Échec commercial cuisant, ça l'a beaucoup affecté, Carpenter. Il a dit que c'était une des pires expériences de sa carrière. Cet échec marque un tournant. Les studios vont lui reprocher ce flop pendant longtemps. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un sommet absolu de l'horreur et de la SF. Un de ses plus grands films. Ça montre bien comment un film peut être mal reçu, puis réévalué. Totalement. Après ça, sa relation avec les studios se tend. Il adapte Stephen King avec Christine en 83. Efficace, mais Un film de commande, il le dit lui-même. en 84, il surprend avec Starman. Une SF plus romantique, humaniste. Jeff Bridges est nommé à l'Oscar. Ça marche bien, mais c'est un peu à part dans sa filmo. Puis les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin en 86. Big Trouble in Little China. Ah, Jack Burton. Un projet complètement fou. Comédie, action, fantastique, arts martiaux. Kurt Russell en héros, malgré lui. Un camionneur grande gueule, un peu nul en fait. C'est bourré d'idées, c'est exubérant, très fun. Mais là encore, échec. Le studio pige rien au film, sait pas comment le vendre, le mélange des genres, le ton parodique, ça déroute. Pour Carpenter, qui pensait faire un truc plus grand public, c'est une nouvelle grosse désillusion. Peut-être la goutte d'eau avec les gros studios. Alors qu'aujourd'hui, Jack Burton, c'est culte de chez culte. C'est clair. Et suite à ça, il décide de revenir à des prods plus petites, plus indées, pour retrouver sa liberté. C'est là qu'arrive ce qu'on appelle parfois sa trilogie de l'apocalypse. 3 films liés par l'idée d'une fin du monde, d'une réalité qui s'effondre. D'abord, Prince des Ténèbres, Prince of Darkness, en 87, retour à l'horreur pure, très Lovecraftien. Des scientifiques, des prêtres, un cylindre mystérieux avec un liquide vert. L'essence du mal. C'est âpre, angoissant. Ça mélange science et théologie. Ensuite, Invasion Los Angeles, They Live, en 88. Petit budget, mais grosse charge politique. Un ouvrier trouve des lunettes qui révèlent que les élites sont des aliens qui nous manipulent avec des messages subliminaux. Obey, consume. C'est devenu culte pour cette critique de la société de conso, du réganisme, et pour cette scène de baston interminable. Ah oui, hein. Entre le héros, le catcheur Roddy Piper, et son pote qui veut pas mettre les lunettes. C'est une métaphore géniale sur le déni. Et le dernier de la trilogie, c'est L'Antre de la folie, In the Mouth of Madness, en 94. Le plus Lovecraftien peut-être? Le plus complexe aussi? Sam Neill qui cherche un auteur d'horreur dont les livres rendent fou et changent la réalité. C'est très méta. Sur la frontière fiction-réalité, le pouvoir de l'imaginaire. L'idée que l'horreur cosmique dépasse notre propre réalité. Fascinant, même si un peu déroutant. Après ça, dans les années 90-2000, ça devient plus inégal. Oui, plus sporadique. Le remake du Village des Damnés, la suite Los Angeles 2013, qui est un peu décevante. Vampire, qui essaye le mélange western-horreur. Ghost of Mars. On sent parfois des éclairs de génie, mais aussi peut-être une certaine fatigue. Moins d'envie face aux contraintes. Son dernier film de fiction, c'est The Ward en 2010. Un thriller en hôpital psy, jugé assez mineur. Et depuis, il fait surtout de la musique. Sa première passion finalement. Il sort des albums, il tourne, il joue ses thèmes cultes sur scène. Il a l'air d'avoir trouvé une certaine paix, loin des plateaux. On dirait bien. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça,
Qu'est-ce qui reste? On a un auteur avec une vision, un style très fort dès le début. Oui, une maîtrise de la forme, du cadre large, de l'atmosphère créée par la musique, minimaliste, des thèmes qui reviennent toujours. L'anti-héros solitaire, cynique, la menace invisible, protéiforme, la méfiance envers l'autorité, la survie. C'est ça. Et ce rapport constant à ses maîtres, Hawks, le western qu'il a surinventé. Son parcours est marqué par cette réception toujours en décalage. Des succès énormes comme Halloween, New York 1997, Mais aussi des films essentiels comme The Thing ou Jack Burton qui se sont plantés à leur sortie avant de devenir cultes. Et ces rapports compliqués avec Hollywood. oui, tout ça, ça fait le portrait d'un artisan unique, un vrai auteur, dont on reconnaît la patte tout de suite. Son influence sur le cinéma de genre est immense. Cela soulève une question intéressante au fond. Le rejet initial de films comme The Thing ou Jack Burton, des films qu'on admire tant aujourd'hui, est-ce que ça n'en dit pas plus sur les attentes du public et de la critique de l'époque que sur la qualité réelle de ces œuvres? Et c'est une excellente question, une piste de réflexion sur comment notre regard sur l'art change avec le temps, avec le contexte. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration de l'univers si riche de John Carpenter.